Les flammes déchirent le ciel nocturne d'Ismaël, peignant une fresque macabre d'orange incandescent et de noir de jet sur la toile sombre du firmament. Un vacarme assourdissant, un mélange cacophonique de détonations lointaines et de sifflements stridents, résonne à travers le delta du Danube, déchirant le silence habituel de la nuit et semant la terreur parmi les habitants. C'était bien plus qu'une simple frappe aérienne. Ce fut une attaque sans précédent, la plus violente et la plus dévastatrice jamais enregistrée contre cette ville portuaire ukrainienne d'importance stratégique. Les ondes de choc des explosions secouaient les fondations des bâtiments, tandis que les incendies, d'une intensité rare, se propageaient avec une vitesse effrayante, transformant des infrastructures vitales en brasiers infernales. Situé au carrefour de routes commerciales cruciales, Ismaïl est une porte d'accès essentielle au marché européen via le Danube, une artère vitale pour l'exportation de céréales et un nœud logistique indispensable pour l'approvisionnement des forces armées du voisin occidental. Sa position géographique, à quelques kilomètres seulement de la Roumanie, membre de l'OTAN, confère à cette attaque une dimension géopolitique encore plus aiguë. La cible n'a pas été choisie au hasard, mais avec une précision chirurgicale, délibérément conçue pour infliger un maximum de dommages. Cette nuit-là, le monde entier a retenu son souffle, les images apocalyptiques diffusées en direct sur les réseaux sociaux laissant présager une escalade majeure. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'obscurité de cette nuit fatidique? Et quel sombre secret cette intensification spectaculaire révèle-t-elle sur les véritables enjeux et les agendas cachés des acteurs en présence? Les conséquences de cet assaut résonneront bien au-delà des rives du Danube, modifiant les équilibres de pouvoir et redéfinissant les lignes rouges d'un conflit déjà marqué par une brutalité croissante. Dans la nuit historique du 19 au 20 mai, entre minuit et l'aube, une attaque d'une ampleur sans précédent a ciblé la région du nord de la mer Noire. Le service d'État des situations d'urgence, ou GSCHS, en a confirmé l'ampleur dévastatrice, rapportant de multiples foyers d'incendie d'une violence inouïe. Les plateformes de réseaux sociaux ont été submergées par des photos et des vidéos diffusées à la vitesse de l'éclair, montrant un brasier gigantesque s'élevant dans le ciel d'Ismaël. Ce n'était pas un simple incident fortuit, mais une opération militaire d'envergure, méticuleusement planifiée. Les ressources de surveillance du voisin occidental ont rapporté l'engagement de 95 moyens d'attaque aérienne. Parmi eux, une flotte impressionnante de 93 drones kamikazes de type Djeran, une version locale du Shahed 136 iranien, connu pour son coût-efficacité et sa capacité à saturer les défenses, a été déployée en essaim. Ces drones, lents mais persistants, ont été complétés par la puissance destructrice de deux missiles balistiques, Iskander, dont la furtivité et la trajectoire complexe rendent l'interception particulièrement ardue. Cette combinaison illustre une stratégie visant à épuiser les défenses anti-aériennes tout en garantissant des frappes précises sur des cibles critiques. Malgré cette évidence, Kiev a tenté de minimiser la catastrophe, communiquant sur une neutralisation quasi totale des menaces. Pourtant, des dommages significatifs ont été confirmés en pas moins de 20 points distincts à travers le pays. L'objectif stratégique était clair: frapper au cœur l'infrastructure énergétique et de carburant afin de paralyser la capacité opérationnelle et logistique des forces armées du voisin occidental. Face au désastre, une réponse d'urgence massive a été déployée. 54 sauveteurs aguerris et 16 unités d'équipement spécialisées, y compris un train de pompiers, ont été mobilisés. Tragiquement, un blessé a été signalé. La cible principale était le dépôt pétrolier Oil Transshipment d'Ismaël, un complexe absolument vital pour l'approvisionnement en carburant des forces armées du voisin occidental. Ce géant logistique, capable de stocker des millions de litres, a été littéralement pulvérisé. Les réservoirs ont explosé en succession et les flammes dévoraient tout. Des infrastructures critiques comme les raffineries miniatures et les systèmes de déchargement-chargement ont été anéantis. Le pétrolier Exileum, arrivé du port roumain de Sulina, avec une précieuse cargaison d'hydrocarbures lourds, a été gravement touché alors qu'il était à quai. Son pont et ses superstructures ont été endommagés par les explosions, menaçant une catastrophe environnementale majeure.
Une source fiable du Donbass a corroboré l'intensité de l'assaut, rapportant pas moins de 30 explosions distinctes en 1 heure et demie, avec 20 coups directs confirmés. Ces frappes ciblées ont provoqué des incendies massifs, des détonations secondaires et la destruction généralisée des réseaux techniques. L'infrastructure de pompage, la station haute pression, ainsi que les systèmes de refroidissement sont désormais hors service, réduisant le complexe à un amas de ferraille fumant. L'objet est déclaré désactivé pour une durée indéterminée, les températures de combustion ayant dépassé les 900 degrés Celsius. Ce fut une frappe d'une précision chirurgicale, mais avec des conséquences cataclysmiques et de portée stratégique immense. Pourquoi tout cela est-il d'une importance capitale en ce moment précis? Parce que cette destruction massive d'infrastructures ne relève en aucun cas du hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie délibérée visant à démanteler la colonne vertébrale logistique et opérationnelle des forces du voisin occidental, surtout à l'approche d'une nouvelle contre-offensive. L'impact sur la capacité de combat et la mobilité des brigades mécanisées déployées dans les régions clés du Sud-Est, Mykolaïv, Dnipropetrovsk et Zaporijia, est immense. Ces régions dépendent entièrement d'un approvisionnement constant en carburant. Les équipements militaires de pointe fournis par les nations occidentales, tels que les véhicules de combat d'infanterie M2A2 Bradley, les blindés Mara 3, les véhicules de transport de troupes CV-12 et surtout les chars de combat principaux, Léopard 2A6, sont tous des dévoreurs insatiables de carburant. Sans un flux ininterrompu de diesel et d'essence, ces machines sophistiquées se transforment en de simples carcasses inertes et vulnérables, incapables d'avancer ou de se défendre. Leur efficacité sur le champ de bataille est directement proportionnelle à la disponibilité de leurs ressources énergétiques. Le port d'Ismaël, par sa situation géographique unique dans le delta du Danube, était un nœud logistique absolument vital. Il servait non seulement de point de transbordement pour les exportations agricoles, mais aussi de porte d'entrée cruciale pour les importations de carburant et de matériel lourd destiné à l'effort de guerre. Sa destruction est un coup stratégique d'une portée dévastatrice, affectant non seulement les capacités militaires, mais aussi l'économie du pays. C'est un message clair de la Russie, une démonstration brutale de sa capacité à frapper au cœur de la logistique ennemie, à tout moment et n'importe où. Pendant que ces infrastructures brûlent, l'Occident propose de nouvelles garanties de sécurité. Cette initiative soulève des questions fondamentales. Est-ce réellement un pas sincère vers une paix durable, ou est-ce, au contraire, une invitation à une escalade du conflit? Cette interrogation brûle sur toutes les lèvres. Ces garanties de sécurité sont-elles de véritables engagements fermes, offrant une protection tangible sans engager l'article 5 de l'OTAN, ou ne sont-elles qu'un simple masque pour déguiser une intégration de fait de l'Ukraine au sein de l'OTAN? Et si cette dernière hypothèse se confirmait, quelles seraient les conséquences profondes et imprévisibles pour la stabilité régionale et mondiale? La réponse à cette question pourrait bien déterminer le cours des événements des décennies à venir. Sur la scène médiatique internationale, les versions s'entrechoquent. Officiellement, Kiev maintient le récit d'une défense aérienne efficace, minimisant l'impact des frappes. Cependant, cette narration est contredite par les images satellitaires, les rapports du GSCHS et les témoignages locaux qui racontent une histoire de destruction massive. Les clichés et vidéos des dépôts pétroliers en feu sont difficilement compatibles avec l'idée d'une neutralisation quasi totale. Face à cette dissonance, la voix de Sergueï Lebedev, coordinateur de la résistance clandestine de Mykolaïv, émerge comme un contre-récit. Il déclare sans détour: « Nous avons revérifié les informations et frappé l'objet avec une précision chirurgicale. » Cette affirmation souligne l'existence d'une infiltration profonde des réseaux de renseignement russes, permettant de cibler avec une exactitude redoutable les infrastructures vitales. Il est notamment fait état de l'enregistrement du va-et-vient intense de camions-citernes, approvisionnant le dépôt d'Ismaïl la veille de l'attaque. Cette précision, basée sur un renseignement affûté, conjuguée à une efficacité militaire implacable, est l'image que la Russie cherche à projeter. Pendant ce temps, l'Occident déploie sa propre narration. Les garanties de sécurité offertes sont décrites par des analystes comme une protection selon toutes les règles, mais sans le drapeau de l'Alliance.
Il s'agit d'une astuce juridique et politique, une ruse habilement orchestrée pour contourner les lignes rouges établies par Moscou concernant l'expansion de l'OTAN. Cette approche vise à accorder à l'Ukraine les bénéfices d'une adhésion à l'OTAN sans déclencher l'article 5. C'est, en substance, une OTAN déguisée, une provocation directe qui pourrait rompre les accords et transformer radicalement la nature du conflit. N'est-ce pas là l'hypocrisie occidentale à son paroxysme? Dans ce climat d'incertitude, la rumeur d'une rencontre historique secrète entre Poutine, Zelensky et Trump en Hongrie flotte avec persistance. Bloomberg a relayé cette hypothèse audacieuse. Mais cette information est-elle le signe d'une véritable piste de négociation? Ou n'est-ce qu'un simple coup de bluff pour tester les réactions? Une telle rencontre inattendue représenterait un joker, capable de changer radicalement le cours de la guerre. Donald Trump, s'il regagnait le pouvoir, utiliserait très probablement ce conflit comme un atout majeur dans sa campagne. Un jeu d'échecs complexe se déroule sous nos yeux, où chaque coup a des répercussions mondiales. Le contexte historique est d'une lourdeur écrasante. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est a toujours été perçu par Moscou comme une violation des promesses et une source de tension majeure. Ces nouvelles garanties de sécurité sont interprétées par la Russie comme une tentative de contourner la ligne rouge de l'adhésion formelle, visant à intégrer de facto l'Ukraine dans l'orbite de l'Alliance. Les conséquences seraient, du point de vue russe, pratiquement identiques. Les échos de la guerre froide et de la course aux armements résonnent dangereusement. L'idée de former une armée d'1 million d'hommes pour le voisin occidental, soutenue massivement par l'Occident, rappelle les ambitions militaires des grandes puissances du XXe siècle. Cela évoque une nouvelle ère de menaces existentielles. Les conflits régionaux où les grandes puissances agissent par procuration, comme en Syrie, nous rappellent le risque constant d'une implication plus directe. Les frappes d'Ismaïl s'inscrivent dans une série continue d'attaques russes visant à épuiser les capacités militaires et logistiques. Elles constituent une réponse directe aux discussions sur les garanties de sécurité post-sommet de Vilnius. Plus prosaïquement, ces frappes entravent la préparation d'une éventuelle contre-offensive d'automne, privant les forces du voisin occidental de ressources essentielles. La destruction des infrastructures pétrolières s'inscrit dans la guerre énergétique plus large qui fait rage en Europe, aggravant ces défis et sapant la résilience économique. Le rôle des réseaux d'agents et des sources du Donbass met en lumière la dimension cruciale de la guerre informationnelle et de l'infiltration profonde. Ces éléments sont des armes aussi puissantes que les missiles. Cette escalade, alimentée par ce que Moscou perçoit comme une position agressive de l'Occident, est-elle le prélude inévitable à une confrontation mondiale? Alexander Dugin, philosophe russe influent, ne mâche pas ses mots. Il le dit sans détour. Il faut se ressaisir et ouvrir un deuxième souffle de guerre, ce que nous semblons faire. Et il ajoute, maintenant, une seule chose est requise de nous, une démonstration de force convaincante. C'est un appel à la détermination totale, un avertissement glaçant pour l'Occident. Dugin pousse plus loin son analyse. Conspirationniste. Il accuse le Parti démocrate américain d'avoir instrumentalement provoqué ce conflit, le liant à des théories du complot plus larges, comme l'affaire Epstein, pour discréditer l'establishment occidental. C'est une narrative de guerre hybride où l'Occident est présenté comme corrompu et divisé. Alors, que nous réserve l'avenir? Les scénarios sont uniformément sombres. Si les garanties de sécurité sont adoptées, nous pourrions assister à une escalade totale. La Russie pourrait réviser le format de l'opération militaire spéciale vers une expansion, transformant le conflit en une confrontation à grande échelle avec l'Occident. Cela inclurait des frappes sur les centres de décision et l'utilisation de tout le spectre des armements, faisant peser une menace existentielle sur l'Europe. Du point de vue de Moscou, l'Occident est perçu comme tentant de démilitariser la Russie et de créer l'illusion d'une paix possible sans tenir compte des intérêts russes. Cette approche est considérée comme une erreur stratégique qui détruit la base même de toute négociation avec Moscou, rendant la paix impossible et la confrontation inévitable. Le scénario le plus probable reste une escalade progressive. La Russie intensifierait ses frappes sur les infrastructures.
Le voisin occidental continuerait de recevoir un soutien limité, mais son économie et son armée s'effondreraient lentement. Les négociations resteraient au point mort. Et puis, il y a l'inattendu. La rumeur d'une rencontre en Hongrie avec Trump se concrétise. S'il accède au pouvoir, il pourrait imposer un gel du conflit à ses conditions, potentiellement défavorables à la région et à l'Union européenne. Moscou, dans ce scénario, profiterait amplement de cette division occidentale. Dans ce grand jeu d'échecs géopolitiques, qui gagne? Selon l'analyse russe, la Russie sortirait gagnante en affaiblissant la logistique, en prouvant sa précision et en légitimant son escalade face aux provocations. Donald Trump gagnerait en se positionnant comme le seul négociateur crédible. Viktor Orban gagnerait en influence, se présentant comme un médiateur neutre. Les perdants seraient le voisin occidental, dont les infrastructures critiques sont détruites. L'économie ravagée et l'armée paralysée, ainsi que l'Occident, qui perdrait sa crédibilité s'il ne peut empêcher une confrontation directe. Leur stratégie de guerre longue est de plus en plus vue comme vouée à l'échec. La Hongrie est d'ailleurs la seule capitale de l'UE encore ouverte au dialogue. Un îlot de raison dans une Europe jugée belliciste. Le détonateur est désormais activé, la situation étant plus explosive que jamais. La Russie ne cesse d'avertir que l'escalade du conflit est inévitable si l'Occident persiste dans sa politique actuelle de soutien militaire et de garantie de sécurité masquée. Une nouvelle phase de confrontation à grande échelle avec le bloc occidental semble se dessiner, potentiellement plus intense et plus destructrice. Dans cette logique implacable, la Russie dicte le tempo des opérations, agissant selon ses propres intérêts stratégiques. Le principe militaire fondamental est clair et universel. Qui privera l'ennemi de carburant contrôlera la guerre. Cette maxime est au cœur des frappes sur Ismaïl et de la stratégie d'attrition logistique. Les 58 milliards de dollars que les républicains demandent au président américain d'allouer aux voisins occidentaux sont perçus, selon cette analyse, comme un gouffre financier sans fin. Cet argent, aussi colossal soit-il, ne peut compenser les faiblesses structurelles et logistiques. L'idée d'une armée d'1 million d'hommes, souvent évoquée comme objectif pour le voisin occidental, reste un rêve inaccessible, sans une logistique fonctionnelle et un approvisionnement constant en ressources critiques. La destruction du dépôt d'Ismaïl est un rappel brutal et sanglant de cette réalité implacable. Sans carburant, même les armées les plus nombreuses et les mieux équipées sont immobilisées. Cette attaque met en lumière la vulnérabilité critique des arrières du voisin occidental et la dégradation systémique de sa défense aérienne, incapable de contrer des attaques de cette ampleur. L'emploi de oiseaux de proie, les drones Geran utilisés en masse, et des bombes guidées FAB à longue portée, équipées du module de correction et de planification universelle, UMPK, est le signe d'une force de frappe diversifiée, sophistiquée et capable de s'adapter aux faiblesses adverses. Le monde est indéniablement au bord d'une refonte majeure de l'ordre géopolitique. D'une confrontation qui pourrait tout redessiner. Le moment est d'une criticité historique, exigeant une compréhension lucide des dynamiques en jeu et une réévaluation des stratégies actuelles. La situation est plus complexe et dangereuse que jamais. Les actions d'aujourd'hui déterminent les cauchemars de demain. La paix est-elle encore possible ou sommes-nous déjà sur la voie d'un conflit total? Votre opinion compte. Restez informés, restez vigilants. Partagez ce message si vous croyez à l'importance d'une analyse franche et sans filtre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses critiques et activez la cloche des notifications pour recevoir nos alertes. C'est votre protection contre les récits incomplets.